Le temple de Ramsès II à Abou Simbel fut découvert en 1813 par Burckhardt Johann Ludwig D. Lewis, qui en parla en termes enthousiastes à Belzoni. Avec le financement du consul britannique Henry Salt, Belzoni partit alors pour le sud, sans se soucier des menaces des indigènes armés de lances, qu'il rencontra à plusieurs reprises sur son chemin. Il arriva sain et sauf à destination en 1816, mais ne put rien faire ou presque. 9 mètres de sable au moins recouvraient l'entrée du temple et aucune main-d'œuvre n'acceptait de travailler pour la somme dont il disposait. Force lui fut donc de repartir sans avoir atteint l'entrée du monument. Mais Salt ne voulut pas perdre une si belle occasion et réexpédia Belzoni en Nubie, territoire encore peu exploré par les archéologues. En juillet 1817, par une chaleur presque insupportable, Belzoni se trouvait de nouveau devant les colosses d'Abou Simbel. Il se mit au travail tout seul, se dénudant jusqu'à la ceinture pour déblayer le sable du temple, et 10 jours plus tard, un orifice apparut au sommet de la porte du temple. Lorsqu'il s'y faufila, à la seule lumière de quelques bougies, il fut le premier homme des temps modernes à pouvoir admirer les splendides salles aménagées dans le rocher. Sans doute par peur que sa découverte ne soit surprise par un autre archéologue, il ramassa en 2 jours tout ce qui pouvait être transporté hors du temple. Vers 1825, une mission anglaise effectua les calques des colosses, et 50 ans plus tard, Amelia Edwards utilisa de grandes quantités de café pour teinter les traces de plâtre qui étaient restées sur le monument. La frontière naturelle de l'Égypte était l'île Éléphantine, où se trouvait depuis les temps plus anciens une garnison militaire. Lorsqu'au cours du Moyen et du Nouvel Empire, les confins de l'Égypte furent repoussés vers le sud, Éléphantine perdit son importance comme lieu de frontière ou porte de l'octroi. L'île resta uniquement importante du point de vue religieux, car l'on pensait alors que les inondations annuelles du Nil étaient provoquées par un reflux d'eau provenant d'une caverne située sous l'île, demeure d'Api, le dieu du Nil. En 1798, pendant la campagne d'Égypte, les soldats français retrouvèrent à Rosette, sur le bras du delta qui côtoie Alexandrie, une épaisse dalle de basalte noir portant 3 différentes versions d'une même inscription, en grec et en égyptien hiéroglyphique et démotique. L'inscription bilingue, connue sous le nom de Pierre de Rosette, permit à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. La stèle, aujourd'hui conservée au British Museum de Londres, rapporte un décret de Ptolémée V remontant à 196 avant Jésus-Christ. Et c'est précisément à partir de la forme grecque du nom Ptolémée, Ptolémaios, que Champollion identifia sa forme hiéroglyphique et put découvrir la clé de lecture de la mystérieuse écriture égyptienne. Si l'on compare un plan du Caire du début du XIXe siècle avec un plan moderne, on voit très nettement que la ville s'est développée massivement au cours du XXe siècle. Mais en dehors de la zone remontant au XIXe siècle, bien rares sont les lieux intéressants pour le visiteur, exception faite pour les sièges des institutions politiques et culturelles et les musées. Bien que cosmopolite, le Caire est resté une ville orientale et le caractère de ses habitants, dont beaucoup proviennent de la région du Haut-Nil, n'a pas changé aussi vite que son architecture. La première ville ancienne dont on rencontre les ruines lorsque l'on arrive en vue de la verte oasis du Fayoum se trouve à présent au milieu des dunes du désert. Il s'agit de Kom Ossim, l'ancienne Caranis des Grecs. La vaste zone archéologique de Caranis comprend les vestiges de nombreux édifices de la période tardive et du christianisme. Le temple principal, dont les ruines s'élèvent au-dessus des autres, était dédié aux dieux crocodiles Pnéphéros et Pétésouchos et fut construit au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ. Le petit temple était quant à lui dédié au dieu crocodile Souchos, ou Soukos, ou Sobek, et à la déesse Isis,
et fut utilisée jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, lorsque le christianisme arriva dans cette ville. À 2 kilomètres au sud d'Abou Gourob s'étend le site des pyramides d'Abou Sir, presque entièrement détruites. Ces modestes pyramides, qui à l'origine mesuraient environ 50 mètres de haut, furent construites par des pharaons de la 5e dynastie, Saouré, Néousséré et Néferir-Karé, qui choisirent un lieu éloigné de Gizeh afin d'éviter des comparaisons peu flatteuses. Nous ne savons encore que bien peu de choses de la technique de construction de ces monuments et certaines informations nous ont été communiquées même par les voyageurs de l'époque classique. Hérodote, qui visita l'Égypte 2000 ans après la construction des pyramides, recueillit à ce propos des informations désormais légendaires. Nous pouvons lire dans ces histoires. Ils travaillent en équipe de 100 000 hommes, chaque équipe pendant 3 mois. 10 années durant, le peuple fut tourmenté par la construction de la rampe, le long de laquelle devaient être traînées les pierres, et dont la difficulté de réalisation fut à mon avis à peine moindre que celle de la pyramide elle-même. Pour construire la pyramide, il fallut 20 ans. Elle est entièrement faite de pierres polies et parfaitement jointes, aucun bloc ne mesure moins de 30 pieds de long. Un proverbe arabe affirme « Le temps défie toute chose, mais les pyramides défient le temps ». La grande pyramide de Khéops, au Koufoui, constitue aujourd'hui encore une des 7 merveilles du monde. C'est le plus grand édifice jamais construit. Le peuple égyptien travailla pendant des décennies pour tailler quelques 2 300 000 blocs de calcaire, pesant 2,5 tonnes chacun, et pour les apporter de la lointaine Assouan jusqu'à Gizeh, le long du Nil et des canaux. D'après la légende, le premier homme à avoir pénétré dans la grande pyramide, celle de Khéops, serait le calife Miamoun, fils de Hatoun el-Rachid, le sultan auquel Scheherazade narra ses contes pendant 1001 nuits au IXe siècle. Convaincu qu'une magnifique émeraude se trouvait enfermée à l'intérieur, le calife ordonna à ses hommes de trouver l'entrée. Ainsi creusèrent-ils une profonde galerie en dessous des murs de pierre, jusqu'au passage externe originel qu'ils trouvèrent encore scellé par des blocs de granit. Mais les chambres mortuaires étaient vides. En 1837, le colonel Howard Weiss trouva dans le compartiment supérieur de la chambre mortuaire un graffiti peint de rouge qui citait le nom de la personne ayant commandé la pyramide, Koufoui Khéops. On ne trouve dans le monument aucune autre référence au nom du roi. En 1818, Belzoni entra dans la pyramide de Képhren et découvrit qu'elle avait déjà, pendant l'Antiquité, été visitée par des voleurs. Le sarcophage gisait intact dans une fosse et le couvercle était posé au niveau du sol. Il ne trouva aucune trace du corps du roi. La pyramide de Mykérinos fut elle aussi profanée, mais à l'époque moderne. Howard Weiss s'ouvrit le chemin vers l'intérieur à la dynamite. Les analyses approfondies qu'effectua le British Museum de Londres établirent toutefois que les matériaux funéraires remontaient à la 18e dynastie, postérieure de presque 2000 ans à la construction de la pyramide. La pyramide de Képhren est par sa taille la 2e de Gizeh. C'est la mieux conservée. Vers le sommet, elle possède encore son revêtement d'origine, composé de blocs de calcaire polis. En 1818, Giovanni Belzoni pénétra le premier dans la pyramide de Képhren en pratiquant une grande ouverture dans l'un des murs. La plus petite des 3 pyramides fut commencée par Mykérinos et poursuivie par son fils Khepseskaf, mais elle ne fut jamais achevée, peut-être en raison de la mort prématurée du pharaon. Le revêtement de granit de ce monument de calcaire n'alla en effet jamais au-delà de la 16e rangée de pierres. La plus grande et la plus célèbre sculpture de l'Antiquité qui soit parvenue jusqu'à nous est sans conteste le Sphinx. Il représente le dieu Ré Arachti, personnification du soleil à l'horizon,
mais certains ont voulu voir dans le visage humain qui surmonte le corps de lion les traits de Khéops. Plus tard, il fut également baptisé la statue vivante, et les Arabes l'appelèrent quant à eux Abu Hol, père de la terreur. En partie modelé dans une roche naturelle assez friable, le sphinx, qui mesure 57 mètres de long et 20 mètres de haut, s'est beaucoup détérioré à travers les siècles. La perte de son nez, qu'il faut attribuer aux exercices de l'artillerie des Mamelouks, confère au visage du sphinx un aspect imperturbable, devenu proverbial. Le site grandiose, appelé Al-Karnak par les Arabes et Ipet-Issout par les anciens Égyptiens, se développa au cours d'une période de 2000 ans à partir du Moyen Empire. Il s'agit d'un ensemble religieux et civil très important et complexe, demeure du roi des dieux, Amon-Ré, et de tous les pharaons à partir du début du Nouvel Empire. Par conséquent, ces ruines couvrent aujourd'hui une aire de 2 hectares. Un petit musée contient l'une des 2 statues colossales de Ramsès II qui ont été retrouvées ici. L'autre a été placée devant la gare du Caire. Il s'agit d'œuvres d'excellente facture exécutées en fine pierre calcaire et représentant le jeune pharaon qui voulut les ériger près du temple de Ptah. Le colosse de Memphis mesurait à l'origine 12,80 mètres et pesait 65 tonnes. Dans les civilisations antiques, la sépulture reflétait la position sociale d'un individu. La tombe était considérée comme une maison pour l'éternité où le défunt était accompagné de tout ce qui pouvait lui être nécessaire dans l'au-delà. Les pyramides étaient les tombeaux des souverains égyptiens, le symbole de leur souveraineté divine. Autour de la pyramide gravitait un ensemble de constructions. Le temple funéraire pour la célébration des rites sacrés, un édifice que l'on appelait le temple en aval et qui était une sorte de mouillage pour les embarcations arrivant par un canal relié au Nil, et une longue route qui reliait le temple funéraire au temple en aval. S'il nous est encore difficile de comprendre comment on a pu édifier ces énormes monuments, l'histoire nous a toutefois transmis le nom de l'inventeur de la pyramide, cet Imhotep qui construisit la pyramide de Djoser à Saqqara. Napoléon arriva en Égypte suivi d'un grand nombre d'artistes et de savants qui devaient étudier le pays en vue d'une future colonisation. Mais l'expédition militaire fut un échec et l'armée retourna rapidement au pays. Le travail des savants toutefois dura 3 ans et les résultats furent publiés dans un ouvrage monumental à partir de 1809. Les pièces antiques suscitèrent un énorme enthousiasme en Europe. L'immédiate conséquence en fut un renouveau d'intérêt, après des siècles d'oubli, à l'égard de l'Égypte, intérêt qui s'accompagna malheureusement d'un triste pillage des monuments par des hommes à la solde des musées ou des collectionneurs privés. Les experts ne purent évaluer pleinement leur découverte que des années plus tard, lorsque Champollion, ayant réussi à déchiffrer la stèle de Rosette, ouvrit l'accès au monde mystérieux des hiéroglyphes. Celle-ci fut réalisée à la mémoire éternelle de Djoser, pharaon de Memphis et 2e souverain de la 3e dynastie, et conçue par Imhotep le Sage, fils de Ptah, légendaire figure de l'Égypte ancienne. Son œuvre d'architecte et de thaumaturge lui valut d'être déifié par les générations suivantes. Imhotep a laissé à la postérité des édifices exécutés dans une pierre calcaire très fine, extraite des carrières de Toura. Jusqu'alors, les monuments étaient en bois, en papyrus, en clé ou en briques crues. Au sud de l'enceinte de Djoser se trouve le site de la pyramide d'Ouna, comportant notamment une pyramide royale datant de la 5e dynastie. Dans un recoin de la chambre mortuaire, il est encore possible d'admirer le sarcophage de granit du pharaon. Les murs de la chambre sont ornés de hiéroglyphes en couleur, constituant les premiers textes des pyramides, les plus anciens textes funéraires d'Égypte. Les murs de la chaussée rehaussés sont eux aussi recouverts d'inscriptions et de bas-reliefs.
Le mastaba de Mereruka, le plus grand de Saqqara, était une tombe de famille. Il ne compte pas moins de 32 pièces. L'entrée, d'origine, est ornée de bas-reliefs très bien conservés. Dans la chapelle mortuaire se trouve la statue de Mereruka, vizir du pharaon Téti, 6e dynastie. Les sculptures rupestres montrent Mereruka jouant au zénith, une sorte de jeu de dames, ainsi que des scènes de chasse, d'orfèvrerie et maintes autres activités artisanales. Au nord de l'ensemble de Djoser, le mastaba de Ti, un haut fonctionnaire de la 5e dynastie, représente l'une des plus belles tombes de Saqqara. Il consiste en 4 pièces et une cour entourée d'un portique. Un puits conduit à la chambre funéraire. Les murs de ce tombeau sont recouverts de bas-reliefs très raffinés qui présentent un grand intérêt, car ils décrivent dans ses moindres détails la vie quotidienne de ce haut dignitaire. Il est difficile d'imaginer, en voyant les murs externes du complexe de la pyramide en escalier qui se dresse devant le visiteur sur une longueur de 545 mètres du nord au sud et de 277 mètres d'est en ouest, que l'on ne distinguait il y a seulement 70 ans de cela qu'une étendue de sable. Les ruines du mur externe furent dégagées en 1925 par Cecil First, qui fit également mettre à jour l'immense cour sud. Sur le côté ouest, on découvrit un autre édifice, dont le sommet s'ornait d'une frise de pierre représentant un cobra. Il contenait 2 chambres ressemblant à une chapelle mortuaire, et l'on découvrit derrière, à l'intérieur des murs périmétraux, une profonde entrée à colonnes qui menait à une chambre souterraine cachée. Elle donnait accès à une chambre remplie de gravats au plancher de dur granit. Dans le fond, un orifice avait été pratiqué. Cecil First s'introduisit par cet orifice dans une chambre mortuaire, semblable à celle trouvée sur la pyramide, mais trop petite pour contenir un corps. Une galerie supérieure présentait 3 magnifiques reliefs du roi Djoser pendant la célébration de la fête Sed. C'est elle que nous connaissons sous le nom de tombe méridionale. Mais il semble difficile de l'attribuer au souverain, une partie de sa momie ayant été retrouvée dans la chambre de la pyramide. De nombreuses hypothèses ont été envisagées, mais en fait personne ne sait réellement à quelle fonction elle était destinée. Au terme des travaux, la pyramide, qui fut construite en plusieurs phases à partir de la transformation d'un mastaba à 6 niveaux, mesurait 140 mètres sur 188 à la base et 60 mètres de haut. Sa conception religieuse entendait symboliser une échelle tendue vers le ciel, pour permettre l'ascension céleste du pharaon vers le monde des dieux. Au centre, un puits de 28 mètres de profondeur était creusé à même la roche. Au fond se trouvait la chambre mortuaire, revêtue de granit et hermétiquement fermée par un autre bloc de granit d'un poids de 3 tonnes et demie. Dans des galeries aménagées autour de la chambre étaient disposés les trousseaux funéraires, une série de puits verticaux, alignés le long du côté est de la pyramide, donnait accès aux tombes des membres de la famille du pharaon. Dans certaines des chambres souterraines de la pyramide se trouvent des panneaux de céramique vitrifiés, peut-être les premiers au monde, imitant des tapisseries murales. Dans la tombe de Djoser, des reliefs montrent le pharaon se livrant aux opérations rituelles du couronnement et du jubilé. À côté de l'ensemble pyramidal de Djoser se trouve la pyramide d'Ouserkaf, le premier pharaon de la 5e dynastie. Cet ensemble était entouré d'une enceinte sacrée à laquelle on accédait par une voie rehaussée pavée de dalles de basalte. Le monument apparut d'emblée fort détérioré, car dès l'Antiquité, il avait été démantelé et utilisé comme carrière de pierre. Dans une niche du monument, on a retrouvé une statue du pharaon qui construisit le temple solaire d'Abou Gourob et qui instaura le culte du dieu soleil. Les grandes villes de l'ancienne Égypte n'ont presque toujours fait parvenir jusqu'à nous que des temples monumentaux. Disséminés le long du Nil, ils se dressent, imposants, témoignant de ce que durent être les anciens vestiges.
Pour le pharaon, édifier un temple était un devoir religieux qui confirmait le lien avec les dieux tutélaires. On le construisait en pierre afin qu'il puisse survivre aux guerres et aux destructions. À Cheikh Abd al-Gourma, en plus des tombes-chapelles des nobles de Thèbes, se trouve également l'immense temple construit pour célébrer le culte de Ramsès II. Aujourd'hui gravement endommagé, il mesure 277 sur 157 mètres. Dans la seconde cour intérieure, au milieu des rangées de statues du pharaon, ayant les traits d'Osiris, gît une statue de granit massive et brisée qui représente Ramsès assis. Elle mesurait 16 mètres de haut et pesait plus de 1000 tonnes. Elle fut sculptée dans un unique bloc de pierre provenant d'Assouan à environ 240 km de là. La sculpter et la polir et la transporter jusqu'ici furent de véritables entreprises qui témoignent du niveau avancé de l'antique technologie égyptienne. Au cours de la 18e dynastie qui marqua le début du Nouvel Empire, un événement absolument unique survint au sommet du pouvoir égyptien. L'ascension d'un pharaon femme, Hatshepsut, qui pendant 20 années d'un règne prospère et pacifique gouverna le pays au nom de son fils Thoutmosis III. La reine fit construire à Deir el-Bahari son propre temple mortuaire, à côté de celui de Mentuhotep, pharaon du Moyen Empire. Hatshepsut voulut qu'il soit identique mais un peu plus grand. Lorsqu'en 1504, Thoutmosis III monta finalement sur le trône, le nouveau souverain fit démolir le monument de sa mère, scandaleuse usurpatrice du pouvoir divin. Un tombeau de première catégorie, telle est la définition qu'en donna Giovanni Battista Belzoni lorsqu'il pénétra dans le tombeau de Séti Ier, et de fait, l'ultime demeure de ce pharaon de la 19e dynastie est aujourd'hui encore la plus grandiose jamais ramenée à la lumière dans la vallée des rois. Lorsque Belzoni la vit pour la première fois, il ne put croire à son ancienneté, tant les murs semblaient en avoir été fraîchement décorés. Il en resta absolument subjugué, à tel point qu'il vécut pendant plusieurs semaines à l'intérieur du tombeau, avec sa femme Sarah. Le sarcophage que l'on pouvait déplacer le séduisit tout particulièrement. La momie en était absente car pour la protéger contre les profanateurs, on l'avait dans l'Antiquité transportée avec d'autres momies dans le petit tombeau caché de Deir el-Bahari, où elle fut plus tard retrouvée. Elle est aujourd'hui au musée du Caire. Lors de son départ définitif du Caire, en 1819, Belzoni réussit à emporter le sarcophage de Séti à Londres, où il le mit en vente. À la consternation générale, le gouvernement ne voulut pas payer le prix demandé, et ce fut finalement Sir John Swan qui l'acheta. On peut l'admirer dans sa collection Musée Swan. Belzoni ne connut jamais le nom du pharaon propriétaire du tombeau qu'il avait découvert. Il avait en effet déjà disparu lorsque Champollion réussit à déchiffrer les hiéroglyphes. Le grand cimetière des pharaons des 18e, 19e et 20e dynasties se trouve dans une vallée aride, Biban al-Moulouk, également appelée la vallée des rois. Les tombes sont toutes creusées dans la roche, richement peintes et décorées, et portent des inscriptions reproduisant les textes sacrés du livre des morts, lesquels, à travers une évolution fort complexe, dérivent des anciens textes des pyramides de Gizeh et de Saqqara. C'est Thoutmosis Ier qui inaugura ce nouveau type de tombe royale. Le premier, il voulut que la sienne soit cachée dans la vallée reculée et inhospitalière pour faire en sorte que les voleurs, déjà nombreux et experts à l'époque, ne puissent la trouver. Ses successeurs suivirent son exemple, mais les tombes de la vallée des rois, à part celle de Toutankhamon, furent toutes rapidement pillées.